Mulhouse. 4 barrages consécutivement, enfin 4 barrages en 5 ans, et 4 fois ça n'a pas marché. Mulhouse est resté en D2. Et voilà, avec son fidèle sponsor, le président Gurig. Effectivement, dans le football moderne, le sponsor est on ne peut plus important. Et Pierre avec Didier, bah oui, on a commencé avec Didier, on va finir avec lui quand même. Et on a commencé avec le sourire de Didier, on finit avec le sourire aussi de Didier. Oui, bien sûr, j'ai pas grand chose rien à reprocher à mes joueurs, ils ont donné beaucoup de choses, beaucoup d'eux-mêmes. C'est un résultat nul qui nous laisse toutes nos chances, autant qu'à Brest. Voilà, alors on peut parler aussi de l'hypothèse des barrages, parce que c'est quand même une hypothèse plausible. C'est un mot qui est complètement banni de notre vocabulaire depuis le début de la saison. Alors, en tout cas, elle n'est pas bannie de la question Minitel, puisque c'est quelqu'un du Havre qui vous pose cette question, qui gagne donc la platine laser, c'est Monsieur Devers. Dans le cas où vous disputeriez ces barrages, vous auriez de grandes chances d'être opposé au Havre. Auriez-vous un esprit de revanche ou seriez-vous serein ? Bah, serein, non, parce que les barrages, c'est pas facile à jouer. Un esprit de revanche, non, maintenant je suis à Mulhouse. Je suis dans un groupe qui est superbe, qui me rend beaucoup qui me donne beaucoup de joie. Si je joue contre le Havre, ce sera un match contre un autre prétendant à la montée. Mais on n'est pas encore au barrage, il nous reste 8 matchs et je crois qu'on est encore capable de finir devant Brest. Alors ce soir, vous avez pu comparer les deux équipes, la vôtre et celle de Brest. À votre avis, qui a le plus de chances d'aller au bout ? Je crois que c'est nous. Mais bon, c'est vrai qu'on a des qualités différentes parce que Brest a beaucoup de maturité, notamment au milieu du terrain. Bon, j'ai fini le match avec trois gamins qui n'ont pas 60 ans à E3 face à Cabanas, Bouquet et Le Guen. Il est bien évident que techniquement, il nous manque quelque chose, mais on ne peut pas avoir et 20 ans et l'expérience des joueurs qui ont une trentaine d'années. Merci Didier. Encore de la sagesse de la part de Didier Noto, et puis on retrouvera certainement des coups de gueule, de l'enthousiasme et des joueurs très très heureux d'être sous sa coupe, comme doivent être d'ailleurs les Brestois sous la coupe de Bernard Malicorne, et qu'on revoit cette tête de Cabanas qui était l'un de ses plus beaux gestes de la soirée. Et les plus beaux rendez-vous de la semaine, Thierry ? On commence demain tout de suite avec le monde du sport à partir de 17h. Dimanche, le basket professionnel américain avec Georges Eddy. Dès 17h, New York-Boston. Et puis après, il y aura le Sport Flash. Lundi. Vous savez ce que c'est, Sport Flash ? Parce que oui, tout le monde ne sait encore pas. Hein. Alors, c'est juste avant le premier film de la soirée, pendant 3, 4, 5 minutes environ. C'est un tour d'horizon de toute l'actualité sportive du dimanche, juste avant votre film. Comme ça, vous voyez le film tout à fait tranquille. Voilà. Le lundi, c'est la journée Boba Golf Foot. Là, après le premier film de la soirée, il y aura du football et notamment en deuxième division, ça sera Reims-Beauvais lundi. Pas inintéressant, Beauvais qui vient d'éliminer Bordeaux en Coupe de France, alors que Reims s'est fait éliminer de la Coupe de France. Et puis il y aura la boxe, tout de suite derrière le football. Un direct de Baltar avec Trice, avec Belbouli, avec un des deux frères Jacob. Et puis le prochain rendez-vous football, eh bien, c'est samedi prochain, c'est Marseille-Bordeaux. Ça sera en différé à partir de 22h35. Et puis dimanche, le Masters de la Perche, on aura le temps d'en reparler avec Boubka, Gataoline ou Collet. Voilà pour les principaux rendez-vous. On n'est pas encore en vacances. Hein. On n'est pas encore en vacances, c'est tant mieux. Voilà, c'était donc une réalisation de Jean-Paul Jaud d'ici à Mulhouse avec les moyens techniques de VCF. Il y avait également Alain Tissier, Marilyn Dubreuil pour les commentaires, Charles Pietri, Pierre Sled, Christophe Roux. Rendez-vous donc demain pour le monde du sport, dimanche le basket pro, lundi Boba Golf Foot. Au revoir. Euromarché vous a présenté ce match.
L'émission est tranquille. Bonsoir, bonjour. Canal plus de courage, Canal plus de folie, Canal plus d'exploits avec des images qui nous arrivent de la Terre entière. Vous allez faire connaissance avec les sauts BASE. B pour building, A pour antenne, S pour jeter, E pour Earth, la Terre. C'est une nouvelle folie américaine inventée par des parachutistes qui ne peuvent plus voir une construction sans avoir envie de se jeter dans le vide. Regardez, c'est tout à fait étonnant. Première règle du parachutiste BASE, être sûr à 200% de son matériel et de sa technique. Pour ces raisons, ces quelques fondus s'entraînent durant des heures et des heures. On commence toujours par des essais à des hauteurs très moyennes. Avant de goûter, bien sûr, aux joies ô combien intenses des gratte-ciel, des antennes, des falaises et des ponts. Cet homme se jette de l'immeuble de Lion Bank de Houston. Ce building est encore en construction et comme vous devez vous en douter, ce qui intéresse d'abord le sauteur BASE, c'est la hauteur de l'édifice, l'architecture ne passant qu'au deuxième plan. Premier souci du parachutiste, s'écarter le plus possible de la surface du mur, car s'il perd le contrôle de son parachute, ne serait-ce qu'un dixième de seconde, il pourrait s'écraser contre la construction. Sauter d'une antenne est encore un autre problème à cause de leur structure métallique irrégulière et ces antennes sont généralement retenues par des câbles. Se prendre dans un de ces câbles en chute libre à plus de 160 km/h aurait des conséquences que l'on ose imaginer. Conclusion, un pont est l'édifice idéal pour ce nouveau sport. Une fois dans le vide, plus rien ne vous barre la route jusqu'au sol. Et cela permet quelques petites variantes. En voilà un qui a poussé le bouchon un peu loin. Il tourne et ne parvient plus à tirer sur l'ouverture de son parachute. Ouf, c'était moins une. Et nous voici enfin dans le parc du Yosemite en Californie pour une première de saut BASE. À l'époque, il était considéré comme le saut le plus élevé du monde avec ses 1200 mètres de chute. Ces parachutistes vont se lancer du El Capitan. Les pratiquants du saut BASE disent que les sensations sont très différentes du classique largage en avion. Comme on les comprend. Ya ya ya! Et voici, chers téléspectateurs, la finale de l'American All-Star. Et qu'est-ce que c'est l'American All-Star? Je vais tenter en quelques mots de répondre à cette question tout à fait perfide. L'American All-Star est la course de caisse à savon la plus célèbre dans le monde. Car depuis plus d'un demi-siècle, se réunissent une fois par an à Akron les vedettes locales et régionales et de la spécialité. Pilotées par des casse-cou qui n'excèdent pas les 15 ans, ces petites voitures sans moteur mais ô combien aérodynamiques atteignent aujourd'hui près de 90 km/h. Attachez vos ceintures, ça va décoiffer les filles. On appelle cette course l'All-American Softbox Derby d'Akron. Akron, c'est dans l'Ohio. Une grande classique qui a déjà plus d'un demi-siècle d'existence. Aujourd'hui, ces engins ultra perfectionnés atteignent des vitesses de près de 90 km/h. Pourtant, à elles toutes, elles ne représentent que 0 de cylindrée. Chaque année, tous les champions locaux et régionaux des États-Unis se réunissent et disputent cette grande finale. L'an passé, Darren Harrismeyer de Kansas City a établi un nouveau record, 27 secondes 76 pour plus de 300 mètres de course.
Attention, nous voici sur la grille de départ. Brooke Reynolds de Flint, Michigan, ligne numéro 1. Ligne numéro 2, Matt Bower de San Antonio dans le Texas, âgé de 12 ans. Ligne 3, Brian Drinkwater, âgé de 14 ans de Bristol dans le Connecticut. On lève le drapeau vert et attention, ils sont partis. Papa, maman, tonton, tata, papi, mamie, les frères et les sœurs, you can do it, je sais que tu peux, ils sont venus encourager le piston. Brian Drinkwater dans le couloir numéro 3 prend une petite avance sur Brooke Reynolds dans le couloir numéro 1. Et au moment de franchir la ligne d'arrivée dans quelques fractions de secondes, c'est Brian Drinkwater de Bristol qui l'emporte. Et c'est du délire dans les tribunes car les juges viennent de donner le temps de Brian. C'est un nouveau record, 27 secondes 37, près de 4 dixièmes de seconde de mieux que le temps établi par Derryn l'année dernière. Et voici la 33e course de la journée, un trio qui vaut la peine qu'on les regarde. Chris Wade, âgé de 13 ans de Salem dans l'Oregon, dans le couloir numéro 1. Matthew Berrand, âgé de 13 ans aussi de Harrisburg en Pennsylvanie, dans le couloir numéro 2. Et Ryan Lynch, âgé de 11 ans de Bellevue au Nebraska, dans le couloir numéro 3. Jusqu'ici, personne n'a réussi à battre le temps de Brian Drinkwater. Il faut vous dire que les concurrents sont tous âgés de 11 à 16 ans et construisent eux-mêmes leur voiture. Chris Wade dans le couloir numéro 1 s'est rapidement détaché du peloton et gagne avec une petite longueur d'avance. Attention, les juges vérifient le temps tandis que Chris attend très anxieusement les résultats. Et oui, 27 secondes 36, une fraction de moins que le record établi tout à l'heure par Brian Drinkwater. Bravo jeune homme. Et c'est la dernière course, nous allons voir qui va être le champion, si Brian, ici dans la voiture 8, est capable de reconquérir son titre. Jim Harper de Pikes Peak au Colorado se trouve dans le couloir numéro 2 et Chris dans le couloir numéro 3. Les juges sont prêts et les voilà partis pour la dernière course. Chris Wade a bien démarré cette finale. Ils sont tous côte à côte, à moitié du parcours. Ils sont encore épaule contre épaule. Et le vainqueur sera Brian Drinkwater avec un petit nez d'avance, le temps 27,44. Brian est donc le champion, mais Chris reste détenteur du record. Bravo, petit loup. En 1980, à Houston, une joyeuse bande de 800 maçons avait construit, peint et posé les moquettes d'une maison de 6 pièces en 7h35. Aujourd'hui, 180 professionnels vont tenter de battre ce record à Traverse City dans le Michigan. On raconte que si le record est battu, leur boss deviendra patron d'une chaîne de télé. Vas-y Francis, vas-y Francis. Notre équipe de 180 bonshommes fait ses derniers préparatifs en vue d'établir un nouveau record. Sans utiliser un seul matériau préfabriqué, nos entrepreneurs vont non seulement construire et peindre entièrement cette maison, mais aussi l'équiper entièrement d'appareils ménagers avec moquette, garage à 2 places, une allée goudronnée et un jardin dessiné par un paysagiste. Tout cela sous l'œil très vigilant de l'inspecteur des travaux du comté. Il est 8h et le départ est donné. Le record pour une maison de 6 pièces établie en 1980 à Houston est de 7h35. On pose d'abord le toit et ensuite on monte les murs. Et oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, on finit le toit avant de finir les murs. On installe les circuits électriques, attention au court-jus. Et on pose le toit sur les murs. Magique. Un petit coup de peinture.
On a livré les appareils ménagers. On travaille un peu dans le jardin. Siffler en travaillant. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Bref, il suffira de 6h48 à cette bande de joyeux copains pour finir cette maison. Étonnant, non? Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Près de 300 morts, c'est le bilan officiel des émeutes qui ont duré 4 jours à Caracas, mais selon la presse, le nombre des victimes pourrait atteindre 500 voire 1000 morts. La situation revient progressivement à la normale dans la capitale du Venezuela, mais l'armée continue de patrouiller. Ce soir, le président de la République, Carlos Andrés Pérez, a confirmé qu'il suspendait les remboursements de la dette extérieure de son pays, dette de 31 millions de dollars au Fonds monétaire international. Bonsoir. Les autorités cherchent à minimiser le scandale, mais l'affaire d'espionnage informatique qui touche aujourd'hui l'Allemagne de l'Ouest apparaît comme l'une des plus grosses affaires d'espionnage de ces dernières années. 8 Allemands de l'Ouest de 25 à 35 ans font l'objet d'une information judiciaire. L'un d'eux a été arrêté. Le réseau opérait dans le monde entier. L'ampleur des dégâts est impossible à évaluer. Les pirates travaillaient pour le compte du KGB. Marie-Christine Lux. Les victimes de ce piratage informatique seraient les banques de données du Pentagone, le centre spatial américain de la NASA et le groupe industriel français Thomson. Un pillage qui concernerait également plusieurs centres de recherche nucléaire en Europe et aux États-Unis. Des milliers de codes ultra secrets auraient ainsi été transmis à l'Est. Tout a commencé en 1985, ici, dans cet appartement à Hanovre, lorsque 3 jeunes informaticiens ouest-allemands ont été contactés par 2 compatriotes au service du KGB, les services secrets soviétiques. En échange de leurs renseignements, ils ont été payés avec de l'argent et de la drogue. Mais le plus grave, soulignent les experts, c'est que les soviétiques ont pu obtenir le savoir-faire des pirates informatiques ouest-allemands et Moscou détiendrait ainsi les clés des systèmes informatiques occidentaux. Verset satanique suite, Margaret Thatcher juge profondément offensant le livre de Salman Rushdie, parlant en tant que chrétienne et s'exprimant sur ce sujet pour la première fois depuis le début de l'affaire Rushdie. Elle a toutefois signifié que cela ne changeait rien à la crise irano-britannique. Margaret Thatcher, par ailleurs heureuse, puisque grand-mère pour la première fois aujourd'hui. Une nouvelle inculpation dans l'affaire Péchinet, la 6e mais non la moindre, celle de Max Terré, inculpé de délit d'initié. Dans son rapport, la COP l'avait désigné comme principal initié français lors des achats d'actions Triangle. Le financier a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire contre une caution de 9 millions de francs. Autre inculpation, celle de Didier Calmels, inculpé d'homicide volontaire. Le patron de l'écurie Larousse Calmels, qui a tué sa femme mardi, est toujours hospitalisé. La situation a dégénéré cet après-midi dans le métro. Des bagarres ont éclaté entre grévistes et non-grévistes du service de nettoiement. Affrontements en gare de Lyon et au métro Nation. 11 blessés, dont 1 grièvement. 18 interpellations. Le mouvement de grève de la Comatec, une entreprise de sous-traitance de nettoiement du métro parisien, dure maintenant depuis 3 semaines. Belle progression à la bourse aujourd'hui de Paris, hausse de 1,31% de l'indicateur instantané. Quant au dollar, il reste stable, 6 francs 26,60 aujourd'hui contre 6 francs 26,90 hier. En football, nouveau coup dur pour Michel Platini. Après Touré et Tigana, c'est le stopper auxerrois William Prunier qui déclare forfait pour la rencontre Écosse-France mercredi prochain à Glasgow. Il s'est fait une entorse à la cheville gauche cet après-midi au cours d'un entraînement. En remplacement, Michel Platini appelle 2 nouveaux joueurs, Thierry Benalaire et Albert Cartier. Et puis, vous avez certainement suivi le choc Mulhouse-Brest il y a quelques instants, direct sur notre antenne. Choc de 2e division, mais match nul, 0 partout.
En rugby, tournoi des 5 nations, c'est Gilles Bourguignon qui remplacera demain Alain Lorieux en deuxième ligne L pour le match qui opposera les tricolores aux Anglais à Twickenham. Sur ce plateau, la composition de l'équipe de France. Attention au risque d'avalanche en montagne ce week-end. Les prévisions de la météo, Alexandra Cazan. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Le numéro 1 oblige. Sur la photo du ciel, une petite dépression sur la mer du Nord et une plus conséquente au sud de l'Islande. Un anticyclone est centré au large du Portugal et c'est grâce à ce dernier que cette dépression sur l'Islande est provisoirement tenue à distance. Demain matin, sur la façade est, un temps nuageux ponctué d'averses assez fréquentes. Sur une bande passant par Reims, Limoges, Toulouse et puis plus bas les Pyrénées, les éclaircies seront belles mais les averses ne sont pas exclues. Et puis sur l'ouest du pays, ce sera un variable à beau. Il y aura du vent d'ouest à l'ouest, du vent de nord au sud, on l'appelle plus communément le Mistral, et puis du vent de sud-ouest sur la Manche. Demain après-midi sur la zone médiane, Jura, Alpes du Nord, une petite bande est et les Pyrénées-Orientales, les éclaircies reviennent mais les averses persistent. Partout ailleurs, un temps ensoleillé, voire très beau sur la Côte d'Azur. Une exception tout de même, la Bretagne et la Normandie où le ciel sera très couvert et il devrait pleuvoir beaucoup. En revanche, les vents se calment plus franchement demain après-midi. Les températures, il fera de 8 à 16. Voilà, dans quelques instants, y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Passez une très bonne nuit.